Vous souffrez de jambes lourdes et douloureuses et vous devez partir en vacances à la montagne ou prendre l'avion prochainement? Vous vous demandez quels sont les effets de l'altitude sur votre circulation sanguine et si cela pourrait poser problème avec votre insuffisance veineuse? Y a-t-il des contre-indications? Quels conseils appliquer pour voyager sereinement malgré vos varices? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour les amis, je m'appelle Sébastien, je suis kinésithérapeute et vous êtes sur ma chaîne Santé de Fer, une chaîne où je vous donne tout un tas de conseils pour devenir acteur de votre santé. Donc si ça vous intéresse, je vous invite de suite à vous abonner. N'oubliez pas, si vous êtes sur YouTube, la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Encore mieux, vous avez mes mails privés, le lien juste ici et en dessous dans la description. Les jambes lourdes et douloureuses sont le plus souvent le signe d'un mauvais retour du sang vers le cœur, c'est-à-dire vous avez une mauvaise circulation sanguine dans les veines. La sensation de jambes lourdes peut également s'accompagner d'un œdème, c'est-à-dire d'un gonflement, vous avez les jambes enflées. Parfois, le gonflement des jambes peut être lié à des maladies relativement graves qui touchent le cœur, le foie ou les reins. Mais rassurez-vous, dans la plupart des cas, les problèmes de jambes lourdes ne sont pas liés à un problème de santé grave. En effet, le plus souvent, il s'agit d'une faiblesse des veines dans vos jambes, c'est-à-dire qu'elles ont du mal à renvoyer le sang des jambes vers le cœur. C'est ce que l'on appelle une insuffisance veineuse, que l'on rencontre plus fréquemment chez les femmes. Ce dysfonctionnement peut également ralentir la circulation de la lymphe. On parle alors d'insuffisance véno-lymphatique. Notez également que chez la femme enceinte, on peut voir une insuffisance veineuse temporaire qui va provoquer des sensations de jambes lourdes, qui est généralement due au début à des changements hormonaux, mais qui peut également plus tard dans la grossesse être due donc à l'augmentation du poids de l'utérus qui va comprimer les veines au niveau de l'abdomen. Ainsi, les sensations de jambes lourdes correspondent en fait au tout début de la maladie veineuse chronique qui, si elle évolue et qu'elle se poursuit, pourra présenter notamment des varices au niveau des jambes, des œdèmes, que ce soit au niveau de la cheville, du pied ou de la jambe, et également des problèmes de peau avec de l'eczéma, une pigmentation qui va changer, ou même, voire même plus tardivement, des ulcères. Pour savoir où vous en êtes exactement au niveau de la maladie veineuse chronique, je vous renvoie à ma précédente vidéo sur le sujet, le lien juste ici et en dessous en description. Les symptômes des jambes lourdes ont tendance à être accentués notamment en fin de journée, également lorsque l'on a une station debout prolongée, ce qui est le cas lorsqu'on marche peu ou lorsqu'on piétine beaucoup, également donc les jours qui précèdent les règles chez les femmes, et surtout donc par temps chaud, puisque la chaleur va favoriser une vasodilatation des veines. A l'inverse, les personnes concernées observeront une gêne moins importante pendant la marche, en position allongée ou lorsqu'il fait froid. Aussi, puisqu'il fait généralement plus froid à la montagne qu'au bord de mer, on aurait tendance à croire que lorsqu'on part en vacances à la montagne, on aura moins de problèmes de jambes lourdes. Pourtant, vous êtes nombreux à avoir remarqué le phénomène inverse, à l'instar de Rocky Palmore qui m'a laissé un commentaire sous une précédente vidéo. Ainsi, à la montagne, vous avez autant, sinon plus, les jambes lourdes et enflées. Car, outre le froid, un autre phénomène intervient, c'est l'altitude. Les voyages en haute altitude peuvent aggraver des maladies sous-jacentes ou même en révéler certaines qui n'étaient pas encore au stade clinique, tout particulièrement des maladies cardio-respiratoires. Selon les chercheurs, on parle communément de haute altitude entre 1500 et 3500 mètres, de très haute altitude entre 3500 mètres et 5500 mètres, et enfin d'altitude extrême au-delà de 5500 mètres. Plus précisément, la haute altitude sera définie par l'altitude à laquelle votre niveau de saturation en oxygène sera inférieur à 90%. Généralement, elle intervient aux alentours de 2500 mètres. Notez par ailleurs que l'être humain ne peut pas vivre sur une longue période au-delà de 5500 mètres. Avec l'altitude, deux phénomènes peuvent expliquer l'augmentation de vos problèmes de jambes lourdes et d'œdème de la cheville. Tout d'abord, la déshydratation et ensuite le manque d'oxygène. En effet, avec l'altitude, il se passe une déshydratation pernicieuse, on ne s'en rend pas toujours compte, qui est due notamment à l'augmentation de l'effort physique, comme nous allons l'expliquer dans quelques instants, et également à une diminution de l'humidité. Cette déshydratation va favoriser la coagulation du sang, donc il va devenir plus épais, donc plus difficile à circuler, ce qui favorise donc les problèmes de jambes lourdes, voire même donc des problèmes de thrombose veineuse profonde. Mais en altitude, le phénomène le plus impactant pour votre santé, c'est le manque d'oxygène.
Petit rappel de physique basique, donc la pression atmosphérique va en fait diminuer au fur et à mesure que vous allez monter en altitude. Et comme l'oxygène donc fait partie de l'atmosphère, donc la pression partielle de l'oxygène va diminuer de la même façon au plus vous allez monter en altitude. Donc plus on monte, moins vous allez avoir d'oxygène. Et lorsqu'on en manque, on parle alors d'hypoxie. La baisse du niveau d'oxygène est proportionnelle à l'altitude. Ainsi, si lorsque vous êtes au niveau de la mer, votre taux de ventilation en oxygène est de 100%, il ne sera plus que de 88% à 1000 mètres, 78% à 2000 mètres, 69% à 3000 mètres, 60% à 4000 mètres, 50% à 5500 mètres et environ 30% au sommet de l'Everest à 8848 mètres d'altitude. Le manque d'oxygène produit alors une série d'adaptations physiologiques, principalement au niveau des systèmes cardiovasculaires et pulmonaires. L'arrivée en altitude déclenche une série complexe d'adaptations physiologiques, notamment pour favoriser donc un apport en oxygène aux cellules et augmenter leur tolérance à l'hypoxie. Premier phénomène, on a une hyperventilation. Dès les premières heures arrivées en altitude, des récepteurs situés dans vos carotides, donc sensibles à la diminution de l'oxygène, vont favoriser une augmentation de la ventilation, donc notamment une augmentation de la fréquence et du volume respiratoire. On parle alors d'hyperventilation. On s'essouffle plus vite, on respire plus vite et plus fort. Avec l'hyperventilation, il va se produire déjà une augmentation de l'effort, puisque donc on va se fatiguer plus et s'essouffler, et également une augmentation de l'élimination du CO2, puisque quand on souffle, il y a plus de CO2 qui sort. Donc le taux de CO2 va diminuer dans le sang, ce qui va favoriser ce que l'on appelle une alcalose dite respiratoire, due à la respiration. Donc l'alcalose, puisque le pH du sang, avec moins de CO2, va devenir plus alcalin. Cette alcalose respiratoire peut s'accompagner de vertiges, de sensations de flou, voire même de malaise, et également de sensations bizarres dans les jambes, comme des picotements ou même des crampes, des phénomènes que l'on retrouve fréquemment également avec l'insuffisance veineuse. L'alcalose respiratoire est compensée au bout de quelques temps, donc environ 4 jours, notamment en favorisant l'excrétion de bicarbonate au niveau des reins. Donc c'est une acidose métabolique qui va permettre donc de rétablir le pH au niveau du sang. Cette compensation donc entre l'alcalose respiratoire et l'acidose métabolique peut être complète jusqu'à environ 5000 mètres d'altitude, mais au-delà, malheureusement, l'acidose ne sera pas suffisante et donc le pH va devenir de plus en plus alcalin avec de plus en plus de problèmes. Deuxième phénomène, la circulation sanguine. Dans un premier temps, en altitude, le manque d'oxygène va favoriser une vasodilatation de votre système sanguin périphérique. Donc, comme avec la chaleur, donc on va avoir les veines qui vont se dilater et donc les sensations de jambes lourdes qui vont augmenter. Et les maux de tête aussi, mais ça c'est une autre histoire. Les phénomènes pouvant expliquer cette vasodilatation périphérique initiale sont notamment la libération d'oxyde nitrique et la libération d'ATP par les érythrocytes, donc les cellules du sang. Mais avec le temps, l'hyperventilation dont on parlait tout à l'heure et donc l'alcalose qui en résulte vont déclencher petit à petit une réaction du système nerveux sympathique qui va lui au contraire favoriser la vasoconstriction, donc les vaisseaux qui vont se resserrer. Il existe donc un antagonisme, une opposition entre les effets directs de l'hypoxie, donc du manque d'oxygène qui va favoriser la vasodilatation, et l'effet à long terme donc de l'hyperventilation et de l'alcalose qui vont eux favoriser la vasoconstriction. Donc l'hypoxie directement va dans un sens, mais par système réflexe avec le système nerveux, on va avoir une vasoconstriction dans l'autre sens. Dans les premières heures, donc la vasodilatation hypoxique va l'emporter sur la vasoconstriction sympathique, ce qui va se traduire donc au niveau de la pression artérielle par soit aucun changement, soit une légère diminution de la pression artérielle. Par la suite, la pression artérielle va augmenter, donc puisqu'on aura plus de vasoconstriction due au système sympathique. Et cela durera pendant 3 à 4 semaines jusqu'à ce qu'il y ait des phénomènes d'acclimatation, donc notamment que les cellules s'habituent à fonctionner avec moins d'oxygène. Il faut également noter qu'en dehors du manque d'oxygène, il peut y avoir d'autres facteurs qui vont stimuler le système nerveux sympathique et donc favoriser la vasoconstriction, à savoir donc les températures froides,
le stress physique, voire même les douleurs en cas de maux de tête par exemple. Dès lors, puisque la vasoconstriction va devenir dominante, donc les vaisseaux vont se resserrer, on devrait normalement voir les problèmes de jambes lourdes disparaître rapidement grâce à l'acclimatation. Mais pourtant, ce n'est pas le cas car d'autres phénomènes interviennent avec l'altitude. Troisième phénomène, la qualité du sang. L'hypoxie, donc le manque d'oxygène, va favoriser l'augmentation du taux d'hématocrite, c'est-à-dire la proportion de cellules du sang par rapport au volume du plasma. Donc avec le manque d'oxygène, il y aura plus de cellules et moins de plasma dans votre sang. En effet, les 2-3 premiers jours, on va avoir une augmentation de la diurèse, c'est-à-dire qu'on va aller faire plus pipi, pour compenser l'alcalose respiratoire. Rappelez-vous, le pH du sang qui devient plus alcalin à cause de l'hyperventilation. Donc pour compenser ce phénomène, on va faire plus pipi et donc diminuer le taux plasmatique dans le sang. Après 4-5 jours, le taux d'hématocrite va encore augmenter par une plus grande production du nombre de cellules, notamment des globules rouges, qui vont vous servir donc à capter et à transporter l'oxygène plus facilement. On observe en effet que votre taux d'érythropoïétine, donc l'EPO, augmente dès les 2 premières heures de stimulus de manque d'oxygène, donc d'hypoxie. Le taux d'hématocrite peut ainsi augmenter pendant plusieurs semaines de façon proportionnelle donc à l'intensité du stimulus qui est le manque d'oxygène. Ainsi, votre taux d'hémoglobine va monter, donc l'hémoglobine qui va servir à capter l'oxygène va augmenter de façon exponentielle avec l'exposition à l'hypoxie, donc au manque d'oxygène, puis atteindre un certain plateau et on aura le maximum d'effet au bout de 6 semaines. Le taux d'hémoglobine retrouvera son taux originel 6 semaines après le retour en pleine. Donc cette augmentation du taux d'hématocrite, donc le nombre de globules rouges qui augmente et l'augmentation du taux d'hémoglobine qui augmente, a plutôt un effet positif puisque cela va vous aider à capter et à transporter plus facilement l'oxygène vers les cellules qui en ont besoin puisqu'elles sont en manque. L'effet négatif de ce phénomène va être une augmentation de la viscosité du sang qui devient plus épais, donc qui circule plus difficilement, avec une augmentation donc du risque de thrombose. Ce qui explique l'augmentation des problèmes de stase veineuse et de jambes lourdes. De plus, en parallèle de ces phénomènes, le manque d'oxygène et de gaz carbonique dans le sang peut favoriser une altération de l'endothélium des vaisseaux, donc la paroi des vaisseaux sanguins, ce qui peut donc entraîner plus facilement des problèmes d'œdème, d'hémorragie ou même de thrombose. Ainsi, vous comprenez bien que l'œdème périphérique est quelque chose de fréquent en haute altitude et encore plus chez les femmes. L'œdème périphérique n'est pas nécessairement associé à une maladie d'altitude, mais néanmoins, pour plus de sécurité, toute personne qui présente un œdème périphérique devrait consulter pour vérifier qu'il n'y a pas de mal aigu des montagnes, donc une pathologie liée à l'altitude qui est quand même assez fréquente et qui peut évoluer dans sa forme grave jusqu'à un œdème cérébral ou un œdème pulmonaire. Le mal aigu des montagnes apparaît environ 6 heures après l'exposition à la haute altitude et présente comme symptômes notamment des maux de tête, également des nausées, des vomissements, des pertes d'appétit, mais également des troubles du sommeil. Aussi, il n'est pas rare de retrouver des céphalées, des migraines dans 90% des cas, mais également donc une fatigabilité, un essoufflement, sans oublier bien sûr des saignements de nez et également donc une diminution de la diurèse, donc on va moins souvent faire pipi, et qui peut s'accompagner d'œdème au niveau de la face et des mains. Donc à surveiller, le plus grave étant encore une fois l'œdème cérébral ou même l'œdème pulmonaire. La seule solution qui se présente lorsque une personne est atteinte du mal aigu des montagnes est de redescendre à une altitude inférieure, donc pour les cas graves avec un hélicoptère ou dans les cas bénins les plus fréquents, donc tout simplement en voiture ou en train. À surveiller donc, même si vous voyez, il suffit de redescendre en plaine pour que tout aille mieux. Comme vous le voyez, l'altitude ne laisse pas votre corps indifférent. Alors que faire en cas de jambes lourdes si vous devez voyager en altitude, comme par exemple lors de vacances à la montagne? En cas d'insuffisance veineuse, il n'y a pas de réelle contre-indication à un voyage en altitude, à part si vous avez fait une thrombose veineuse profonde, donc une phlébite, ou une embolie pulmonaire de moins de 3 mois. La phlébite ou thrombose veineuse est un caillot de sang qui va se former donc à l'intérieur des veines de vos jambes et lorsque elle est profonde, donc la thrombose veineuse profonde, le caillot peut parfois se décrocher et aller jusque dans vos poumons, provoquant ainsi une embolie pulmonaire. Si la thrombose est plus ancienne, donc de plus de 3 mois, ou si vous êtes sujet à de la thrombophilie, donc que vous faites régulièrement des thromboses,
Le voyage en altitude devrait être possible, mais il vaut quand même mieux consulter votre médecin auparavant. Il vous faudra néanmoins respecter quelques conseils. Tout d'abord, bien vous hydrater régulièrement. Encore une fois, attention à la déshydratation qui passe inaperçue souvent à cause du froid. Et dès l'arrivée, pour vous récompenser, nous irons prendre un verre de vin chaud. Et non, malheureusement, le vin chaud, ce n'est pas forcément une bonne idée. Il vaut mieux éviter l'alcool qui favorise la déshydratation. Évitez également les médicaments qui pourraient agir sur la respiration, comme les somnifères, les anxiolytiques, les narcoleptiques, qui vont donc jouer sur le système nerveux central, tout particulièrement aux altitudes supérieures à 3000 mètres. Troisième conseil utile est de porter des bas de contention ou des chaussettes de contention. On en trouve de plus en plus de différents modèles, plus ou moins esthétiques, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, que vous trouverez en magasin ou encore dans les liens que je vous mets en dessous dans la description. Quatrième conseil, évitez l'exercice physique intense pendant les premières 48 heures, mais quand même conservez du mouvement, bougez régulièrement et notamment au niveau des mollets. Vous avez par exemple une série d'exercices contre les jambes lourdes que je vous ai montré dans une précédente vidéo, le lien juste ici et en description. En cas d'apparition d'œdème, les diurétiques peuvent être utilisés efficacement, mais tout de même toujours avec une certaine précaution puisqu'ils vont favoriser la déshydratation. Donc parlez-en à votre médecin. Notez par ailleurs que par rapport au mal aigu des montagnes dont nous parlons précédemment, la condition physique, donc l'entraînement, ne permet pas de prévenir cette maladie. Donc même chez les personnes en bonne condition physique, elle peut apparaître, donc faites attention. Notez que la montée progressive est le meilleur moyen de prévenir les risques pour la santé liés à la haute altitude, tout particulièrement si on doit monter à une altitude supérieure à 3000 mètres. Monter progressivement implique notamment de passer 2 ou 3 nuits au même endroit, donc à une altitude comprise entre 2500 mètres et 3000 mètres avant de continuer l'ascension. Au-dessus de 3000 mètres, de ne pas dépasser les 300-400 mètres de dénivelé donc par jour d'ascension. Si les ascensions sont plus importantes, de passer une nuit supplémentaire à la même altitude, donc pour les progressions de 600 à 900 mètres. Des expéditions à des niveaux d'altitude plus élevés que le niveau du coucher peuvent favoriser l'acclimatation, c'est-à-dire que vous faites une randonnée à un niveau plus élevé, mais vous revenez quand même au camp de base à la même altitude donc pour dormir. Et enfin, prévoir une journée de repos, donc 2 nuits à la même altitude tous les 3 à 4 jours. Mais il y a une situation très fréquente où vous montez en altitude et qui peut être problématique en cas de jambes lourdes parce que vous ne pouvez pas monter progressivement, c'est le voyage en avion. Les voyages en avion de longue durée peuvent entraîner des problèmes de circulation sanguine. Le risque de phlébite, donc de thrombose veineuse, est augmenté lors des vols d'avion de plus de 8 heures, tout particulièrement si vous souffrez d'insuffisance veineuse, donc des jambes lourdes, ou des troubles de la coagulation sanguine. Il est alors d'autant plus important de suivre quelques conseils si vous devez voyager en avion. Mais attention, puisque le risque de phlébite et d'embolie pulmonaire peut se présenter pendant le vol, donc immédiatement, mais également pendant les 3 jours qui suivent le vol en avion. Mais pourquoi l'avion augmente les risques de phlébite et les troubles de la circulation sanguine? Principalement à cause de 4 facteurs qui augmentent les risques liés à l'insuffisance veineuse. Tout d'abord, l'immobilisation en position assise prolongée. En effet, le passager reste assis pendant de longues heures, les jambes recroquevillées dans des sièges contigus, donc avec le poids des jambes qui appuie sur vos veines, donc le sang qui circule moins bien, ce qui favorise la stase veineuse, donc la mauvaise circulation dans les jambes. C'est pour ça que l'on parle du syndrome de la classe économique. Cela peut donc engendrer un œdème, donc un gonflement au niveau de la cheville ou de la jambe, également des sensations de lourdeur, d'inconfort, ou voire même donc la formation d'un caillot, donc la thrombose veineuse. Et donc bien sûr, tout cela sera beaucoup plus fréquent sur les vols longs ou les vols répétés. Deuxième facteur qui intervient dans les voyages en avion, c'est l'altitude et la faible pression atmosphérique. En effet, être dans un avion équivaut à être à plus de 2400 mètres d'altitude. L'altitude et la pressurisation de la cabine ont pour effet donc de diminuer le taux d'oxygène dans le sang, donc de créer une hypoxie, dont nous avons déjà détaillé toutes les conséquences tout à l'heure, donc à savoir l'hyperventilation, l'alcalose, l'augmentation de la coagulation du sang, etc., etc. Troisième facteur qui intervient en avion, la déshydratation. La climatisation et le faible taux d'humidité à l'intérieur des cabines favorisent la déshydratation.
ce qui favorise donc la coagulation du sang, avoir un sang plus épais et donc le risque de formation de caillots, de phlébites et les troubles des jambes lourdes. Et enfin, quatrième phénomène qui intervient en avion, c'est la chaleur, puisque les cabines sont souvent chauffées pour plus de confort, puisqu'en altitude sinon il ferait très froid. Mais du coup, cela favorise la vasodilatation des veines de vos jambes et donc les problèmes de jambes lourdes. Alors, si vous avez de l'insuffisance veineuse, des problèmes de jambes lourdes, mais que vous devez prendre l'avion, que faut-il faire? Idéalement, consultez votre médecin avant vos déplacements. Mais dans tous les cas, quelques conseils à suivre à bord de l'avion vous éviteront d'éviter tous les problèmes liés à l'insuffisance veineuse et aux complications éventuelles. Tout d'abord, faites attention à votre tenue. Portez des vêtements amples et larges et des chaussures confortables. Évitez les ceintures serrées, les gaines, etc. qui vont vous comprimer. Attention donc aux chaussures aux chaussures serrées qui risquent de comprimer les vaisseaux sanguins, d'autant plus que pendant le vol, vos jambes risquent de gonfler. Deuxième conseil, portez des bas de contention. Si vous souffrez d'insuffisance veineuse et de problèmes de varices et de jambes lourdes, pensez à prendre des bas de contention ou des chaussettes de contention, ce qui vous évitera bien des problèmes, vous apportera de nombreux bienfaits, donc évitez les sensations de lourdeur et les gonflements. Troisième conseil, bougez souvent, évitez à tout prix l'immobilité. Pour cela, l'idéal est de marcher régulièrement donc dans le couloir de l'avion, donc de marcher 5 minutes toutes les 2 heures. Donc bien évidemment, évitez les somnifères parce que sinon vous ne pourrez pas aller marcher toutes les 2 heures. Également, si vous ne pouvez pas vous lever, vous pouvez quand même bouger en restant assis. Donc bougez vos chevilles en faisant des flexions, extensions, des rotations, de bouger les pieds. Et enfin, évitez de croiser les jambes. Quatrième conseil, buvez beaucoup d'eau. Encore une fois, la cabine risque d'augmenter la déshydratation. Donc essayez de boire régulièrement, idéalement 1 litre toutes les 4 heures. Et attention, encore une fois, pas d'alcool qui à l'inverse va favoriser la déshydratation. Cinquième conseil, attention aux médicaments, tout particulièrement attention aux somnifères qui vous plongeraient dans un sommeil profond et donc dans une immobilité longue qui favoriserait la stase veineuse. Si vous êtes particulièrement sujet aux thromboses, parlez-en avec votre médecin. Des anticoagulants peuvent être à envisager avant un voyage en avion. Bien sûr, ces conseils pour les longs voyages en avion sont également applicables pour les longs voyages en voiture, le problème d'altitude en moins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager auprès de vos amis. Vous pouvez avoir plus de conseils sur les jambes lourdes en suivant ma playlist juste ici avec d'autres vidéos. Vous pouvez me laisser des commentaires juste en dessous, je les lis, j'y réponds. Vous pouvez également soutenir la chaîne Santé de Fer grâce au compte Tipeee, vous trouverez le lien juste en dessous dans la description. Pensez également à vous abonner, encore mieux vous avez mes mails privés, le lien également dans la description. Et moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos, puisque devenir acteur de sa santé, c'est bien d'en parler, c'est mieux de le faire. Allez, ciao ciao!